Juillet 1942. Hitler a envahi la majeure partie de l'Europe. Il commence à étendre son influence sur le nord de l'Afrique. Pourtant, les nombreux pilotes de la Royal Air Force, stationnés à Malte, lui posent un problème stratégique. Malte, malgré son caractère insignifiant d'un point de vue géographique, représentait la clé de la conquête de l'Afrique du Nord. Un héros a forgé sa réputation grâce à cette bataille, George Burling. C'était le pilote de chasse le plus authentique que je connaisse. Il était unique. Il allait combattre en pensant gagner et il le faisait. Il avait un statut à part pour moi. George Burling a transgressé toutes les règles de la Royal Air Force, mais il est vite devenu l'un de ses fers de lance. C'était une machine à tuer, purement et simplement. George Burling, pilote de chasse, atterrit à Malte sur un aérodrome de fortune. Il fait partie des 36 pilotes de Spitfire envoyés en désespoir de cause pour sauver cette minuscule île méditerranéenne. Malte, qui reste sous l'autorité britannique, est un point stratégique dans les luttes qui font rage au nord de l'Afrique. On ne pouvait pas perdre Malte. On ne pouvait pas se le permettre. C'était un point stratégique. C'est pour ça que les forces de l'Axe voulaient l'envahir et que les Anglais tenaient à en garder le contrôle à tout prix. En 1942, Malte était l'endroit le plus bombardé au monde. En 2 mois, plus de bombes étaient tombées sur Malte que sur Londres pendant toute la guerre. Ils voulaient abattre les Spitfire avant qu'ils n'aient pris leur envol. Les Italiens et les Allemands souhaitent débarrasser l'île de la Royal Air Force avant de l'envahir. Ian McLennan, qui pilotait aussi un Spitfire, a vécu ce siège avec Burling. Souvent, on était prêt à décoller, et ces salauds nous bombardaient pour nous en empêcher. On risquait à chaque instant de se prendre une bombe ou de se faire mitrailler. Entre les bombardements incessants, le manque de nourriture, de munitions et de carburant, Malte est le pire endroit au monde. Pourtant, George Burling tient à être posté là-bas. Il a envie de se battre et veut échapper aux pontes de la Royal Air Force par tous les moyens. George Burling est né en 1921 à Montréal et dès son plus jeune âge, il rêve de voler. Depuis l'âge de 9 ans, il était obsédé par son envie de voler. Il vivait près d'un terrain d'aviation et dès qu'il a vu les pilotes, il s'est imaginé à leur place. C'est ce qu'il voulait être. En tant que jeune garçon élevé dans les années 30, il n'avait que la Première Guerre mondiale et les as de l'aviation de l'époque comme référence. C'est ce qui l'a marqué depuis son plus jeune âge. Certains désiraient voler, d'autres se battre. Lui, c'est la combinaison des deux qui le motivait. C'était rare à l'époque. Et de plus, il voulait devenir un maître en la matière. Le jeune Burling saisit sa chance lorsqu'Hitler s'attaque à la Pologne en 1939. C'était une vraie opportunité. Il pouvait enfin devenir un pilote reconnu et en plus, il avait l'occasion de se spécialiser en tant que pilote de chasse. Rick Burling avait 10 ans de plus que George à l'époque, et il se souvient à quel point son frère désirait aller au front. Mon père l'a accompagné au centre de recrutement. Ils lui ont dit qu'il était trop jeune et qu'il devait terminer le lycée avant de rejoindre l'armée. C'est là qu'il a annoncé à mon père qu'il allait partir en Angleterre pour rejoindre les rangs de la Royal Air Force. Il a traversé l'Atlantique à bord d'un navire marchand.
Ce navire transportait de la viande et juste avant d'approcher les côtes irlandaises, leur convoi a été attaqué par un sous-marin allemand et plusieurs navires ont été coulés. Il a réussi à rejoindre Glasgow, à changer de bateau et à se rendre dans un bureau de recrutement de la Royal Air Force. Mais l'officier recruteur lui a demandé son certificat de naissance. Il doit alors retraverser l'Atlantique pour récupérer le précieux certificat. Quand il est rentré à Montréal, sa mère lui a demandé ce qui lui était arrivé. Il lui a expliqué qu'il était allé à Glasgow, mais que sans certificat, il n'avait pas pu rejoindre la Royal Air Force. Il a refait le même trajet une seconde fois jusqu'à Glasgow. C'est le même officier qui l'a reçu et qui lui a demandé si cette fois il avait tout. Et c'était le cas. Septembre 1941, Burling commence son entraînement au centre de Hawarden, au nord du pays de Galles. Il est formé par Tony Pickering, 21 ans, vétéran de la bataille d'Angleterre. On a tout de suite vu qu'il était un excellent pilote. Il avait très peu d'heures de vol sur un Spitfire, mais on avait l'impression qu'il avait fait ça toute sa vie. Il avait une faculté d'adaptation et d'apprentissage que je n'avais jamais vue avant. Autant le jeune Canadien est doué dans les airs, autant sur Terre, son comportement laisse à désirer. George était toujours débraillé. Il ne fermait jamais son col. Et il préférait les écharpes aux cravates réglementaires. Il n'aimait pas la discipline. C'était un homme à part. Il n'avait qu'une envie. Il voulait devenir pilote de chasse. Le reste ne comptait pas. À la base de l'aile, on a positionné une caméra qui enregistre le déroulement de vos attaques envers l'ennemi. Pour les cadets, l'entraînement consiste surtout à comprendre comment fonctionne leur nouveau jouet. Il vous faudra de la chance. La chance? Vous rigolez? Chaque pilote doit connaître son Spitfire sur le bout des doigts. Et le talent? Oui, il en faut. Mais c'est l'entraînement qui paiera. Ok. Burling et les autres cadets avaient l'habitude de s'entraîner en visant un cylindre en tissu attaché à un autre avion. Good shot, sir. And down he comes. Alors que les autres cadets peinent à toucher la cible mouvante, Burling démontre tout son talent. Bring him in, boy. He's done a good job. Quand il revenait de l'entraînement, il pouvait nous dire combien de trous il aurait dans la toile. Vous en avez combien? Je dirais 65. Impossible. George pouvait être extrêmement précis. Il savait combien de balles l'avaient touché. Il aurait pu m'apprendre beaucoup de choses. C'était un pilote exceptionnel. Personne n'avait son feeling. Il était bien meilleur que tous les autres. Après 3 mois d'entraînement, Burling finit premier de sa classe et il reçoit ses ailes. Fort de sa réussite, le jeune Canadien est muté à l'escadron 41 dans le Sussex en mars 1942. Cet escadron avait pour mission d'escorter des bombardiers à travers la France occupée. Burling était aux anges lorsqu'il pilotait le dernier né des Spitfire, le Super Marine. Quelques semaines après son arrivée au sein de l'escadron 41, il abat son premier avion allemand. Son succès engendre beaucoup de jalousie. Donald Lobman se rappelle qu'il quittait souvent la formation aérienne pour partir chasser seul. Sans permission, bien sûr. Les pilotes nouent des liens très forts dans un escadron. On devient des frères d'armes. On compte les uns sur les autres. On se protège, on se rend service. C'est comme ça que les liens se créent aussi bien dans les airs qu'au sol. Avec George, c'était complètement impensable. Il n'était pas avec nous. Il était toujours seul en vadrouille. C'était un solitaire. Et on le voyait peu.
Quand on est individualiste, on a beau être le meilleur pilote de chasse au monde, c'est très mal vu dans le milieu. Burling s'est mis à l'écart dès qu'il est arrivé en Angleterre. Il n'a jamais cherché à jouer le jeu. Ce n'était pas un suiveur, ça c'est sûr. Commençons, si vous le voulez bien. Je veux que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. Non seulement Burling était un rebelle, mais il n'était pas très assidu lors des cours théoriques. En dépit de ses compétences, son comportement dans la Royal Air Force jouait en sa défaveur. Je ne tolérerai aucune erreur, Monsieur Burling. Il le voyait comme un excentrique, comme quelqu'un qui ne voulait pas jouer le jeu. Je vais répéter une dernière fois la formation VIC. Il avait beau être le meilleur, on le voyait comme le petit nouveau. Il était toujours en queue de formation, qu'on appelait aussi la place de Charlie. Ce sera vous, Monsieur Burling. Oui, monsieur. Lors des attaques ennemies, c'est évidemment Charlie qui est le plus à découvert en queue de formation. Je veux que vous soyez les yeux et les oreilles de votre escadron. Il voulait faire à sa façon et ne supportait pas les règles qu'on voulait lui imposer. Il ne les avait pas choisies. « 3 mai 1942. Le pilote de chasse canadien George Burling et les Spitfire de l'escadron 41 escortent des bombardiers à travers la France occupée. Ennemi à 2 heures. À de très longues distances, Burling parvient à repérer les avions ennemis que les autres pilotes ne remarquent pas. Bob Middlemiss fait partie de cette mission. Il a vu des 109 à 2 heures et l'a notifié au commandant de l'escadron. Nous n'avions rien vu. Le commandant lui a demandé de confirmer leur présence. Oui, monsieur, à 2 heures. Il se rapproche. Il n'y a rien. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est là qu'il s'est détaché de la formation sans prévenir. Burling abandonne son poste de Charlie sans permission et laisse les autres pilotes dans une situation délicate. Ses yeux ne lui avaient pas joué de tour. Il avait bien vu une formation composée de Messerschmitt et de Focke-Wulf. Non seulement Burling avait une bonne vue, mais en plus, il s'était entraîné à discerner des objets dans le ciel avant quiconque. Il avait intégré avant tout le monde une méthode qui allait devenir monnaie courante dans le monde du pilotage, le scannage aérien. Le principe est simple, il faut fixer un objet précis pour que les yeux se focalisent. Ensuite, quand on les bouge à nouveau, on perd ce focus et il faut trouver autre chose sur quoi se focaliser. À cela s'ajoute un mouvement de balayage qu'il faut faire de gauche à droite et de haut en bas pour balayer l'ensemble de la zone à scanner. Après un demi-tour en plein ciel, Burling vise le leader de la formation allemande. Il l'a abattu hors du champ de vision de son escadron. Pour eux, il avait disparu, probablement pendant la mission. On est rentré à la base. Et quand on a vu que Burling manquait à l'appel, on s'est dit qu'on avait perdu encore un pilote. Soudain, on a vu un Spitfire sortir des nuages. C'était Burling qui faisait son approche. En sortant de l'avion, il nous a dit avoir abattu un 109. On pensait qu'il voulait juste se faire remarquer une fois de plus. Burling sait qu'il a joué avec le feu et il doit justifier son geste auprès de son commandement. Son Spitfire était équipé d'une caméra et il a tout de suite pensé à ça pour justifier son geste. Burling avait descendu un 109, mais quand ils ont vérifié sur les bandes de la caméra, il n'y avait aucune preuve d'un avion abattu, ou plutôt on ne pouvait rien voir. On ne sait pas ce qui est arrivé au film. Mais pour les supérieurs de Burling, cette histoire de 109 abattus est une excuse pour masquer son insubordination. Les commandants ne faisaient pas confiance à George quand il volait. Et George n'aimait pas voler accompagné de 12 autres pilotes. Burling doit rester au sol pendant que ses supérieurs évaluent la situation.
George restait assis à l'extérieur et parfois on voyait ses mains se contracter. Il visait le ciel. En fait, il s'entraînait au tir dévié sur des oiseaux. Le tir dévié est une technique qui consiste à viser l'endroit où une cible va se trouver au moment de l'impact plutôt que d'essayer de la suivre. Au début, on ne comprenait pas ce qu'il faisait, mais ensuite on voyait un corbeau ou un étourneau et on comprenait. Il choisissait des oiseaux rapides. Il devait voler vite. Mais même une mouette faisait l'affaire, tant que George pouvait continuer à s'entraîner. C'est comme ça qu'il a fini par maîtriser cette technique à la perfection. Personne ne savait ce qu'il faisait, George s'en moquait. Ce qui comptait pour lui, c'était de s'entraîner en permanence. Burling était l'un des seuls pilotes à maîtriser cette technique. C'est extrêmement compliqué, car il faut prendre en compte plusieurs paramètres. La vitesse de la proie, sa propre vitesse, la vélocité ainsi que la courbe de retombée des balles. En effet, pendant un tir, la trajectoire des balles n'est pas droite. C'est pour ça que la caméra de Burling n'avait pas d'image probante à montrer. Quand il abattait des avions ennemis, il le faisait aussi en tir dévié. Prenez un homme que tout le monde trouve un peu bizarre et qui se met lui-même à l'écart. Faites-lui dire qu'il a abattu des avions de chasse en utilisant la technique du tir dévié, qui est une technique que personne ne sait vraiment maîtriser, et vous verrez qu'il sera encore plus mis à l'écart. C'est un cercle vicieux. Il ne voulait pas rentrer dans le rang ni se conformer à ce qu'on attendait de lui. Il ne voulait pas faire partie de l'escadron. C'était un loup solitaire et il l'assumait. C'est à ce moment qu'il a demandé son transfert. Juin 1942. Un officier jeune marié est horrifié d'apprendre qu'il a été muté à Malte. Burling décide de saisir cette opportunité et de se porter volontaire pour le remplacer. Malte est alors un champ de bataille clé dans la Seconde Guerre mondiale. C'était le point stratégique de toute la région méditerranéenne. Au nord, en Europe, il fallait combattre l'Italie de Mussolini. Au sud, en Afrique du Nord, se trouvaient les blindés de l'Africa Corps de Rommel. L'armée de Rommel est sur le point de prendre le contrôle du canal de Suez et des sources de pétrole stratégiques de la région. Les forces placées en faction sur l'île de Malte permettent d'endiguer la progression des nazis. Malte se trouvait entre l'Europe occupée et l'Africa Corps de Rommel. Les Alliés craignaient que Rommel prenne possession des réserves pétrolières et qu'il puisse ainsi ravitailler le front Est. La mission des pilotes tels que Burling était d'empêcher les Allemands de prendre Malte pour que les Alliés puissent continuer à menacer Rommel. Il n'était pas facile de faire venir Burling et d'autres pilotes de chasse sur l'île assiégée. Il est monté à bord d'un porte-avions de Gibraltar en direction de l'ouest de la Méditerranée avant de tenter un vol très risqué de 1500 km. Ian McLennan, pilote, a dû suivre cet itinéraire semé d'embûches. Nous avions peur car le porte-avions était très lent. On n'avançait pas vite du tout. On pouvait voir les Spitfire décoller, puis descendre. Souvent, on pensait qu'ils avaient été abattus, mais ils finissaient par réapparaître. Bob Middlemiss faisait partie de la même vague de renforts que Burling. Quand on est arrivé à proximité de l'île, nous avons été attaqués par des 109 qui venaient de Sicile. On a engagé le combat. On a perdu un des hommes de notre section.
Sur 31 pilotes qui ont décollé ce jour-là, 27 sont arrivés à bon port. Burling a survécu à sa mission. Mais quand il arrive à Malte, le chef d'escadron Laddie Lucas en sait déjà beaucoup sur ses frasques passées. Sa femme, Jill Lucas, se souvient de la première fois qu'elle a entendu parler de Burling. Laddie avait peur qu'il enraye le bon fonctionnement de son escadron. George ne comprenait rien à la discipline, mais Laddie voulait lui donner une chance. Comment s'est passé le vol? Pas de tout repos, mais... Malte regorge de têtes brûlées, et le chef d'escadron a l'habitude de ce genre d'individus. Il sait qu'ils peuvent se révéler être des pilotes très courageux et extrêmement efficaces. Pourquoi être venu vous perdre ici? Je veux piloter des avions et tuer des Allemands, monsieur. Ok. On vous garde. Merci, chef. George Burling et Laddie s'entendaient très bien. Burling avait un profond respect pour Laddie. Laddie le considérait comme son meilleur pilote. Il était vaillant et il abattait énormément d'avions ennemis. C'est ce qu'il attendait de lui en tant que commandant. Donc ils s'entendaient très bien. C'est au bout de son 3e jour que George connaît son premier moment de gloire. Ils attaquent! Il intercepte 15 Messerschmitt 109 avec 3 autres pilotes. Armés de 2 calibres de 20 mm et 2 mitrailleuses, les 109 sont des adversaires redoutables pour le Spitfire en termes de vitesse et de maniabilité. Même si les 109 sont plus nombreux, Burling réussit à endommager l'un d'eux. Et ce n'est que le début. Burling a compris qu'il était dans l'environnement rêvé. Les affrontements seraient constants et très agressifs. C'est ce qu'il voulait. Il savait qu'il devait saisir cette chance pour montrer de quoi il était capable. Il devait suivre son instinct. En juillet, un mois après l'arrivée de Burling à Malte, les Italiens et les Allemands lancent une large offensive. Des vagues successives d'avions italiens sont envoyées pour détruire l'île. Burling et ses acolytes ne disposent que d'une centaine de Spitfire pour leur résister. En face, ils sont 400. Les jeux semblent faits. Burling doit rejoindre la piste en 90 secondes. Le temps est compté. Un Spitfire monte à 3000 pieds en 1 minute. La hauteur est un avantage en pareille situation. On savourait. Oui, j'utilise ce terme en connaissance de cause. On savourait ces moments d'affrontement. Pour nous, il fallait en profiter, car on aimait être impliqué dans les combats. On avait l'habitude de chasser ensemble dans les formations de Malte. On devait être réactifs et se séparer quand on nous disait de nous séparer. Si on le faisait trop tôt, c'était mal vu. Quelques minutes après avoir décollé, Burling se mélange à ses ennemis italiens. Il se retrouve cerné de toutes parts, mais il est prêt à en découdre. Il était très impatient. Il se demandait ce qu'il faisait là. Il voulait juste aller tuer les Allemands. Et il était prêt à tout pour qu'on le laisse faire. Il s'agissait de combats à mort. On ne devait pas se faire toucher. Il fallait qu'on soit plus malin que nos adversaires et qu'on prenne rapidement le pas sur eux. On devait suivre notre instinct et ne pas avoir peur.
Burling abat son premier appareil, un bombardier italien Kant. Il le perce de 303 balles avant que le pilote ne s'éjecte. La seconde victime ne tarde pas. Un avion de chasse italien Macchi part en fumée après qu'il ait visé son réservoir d'essence. Peu après, Burling réussit un coup de maître en envoyant un second Macchi italien se cracher en Méditerranée. Il en a abattu 3 de sources sûres et un qu'on n'a pas retrouvé. Pour mettre ça en perspective, il faut savoir que seulement 10% des pilotes de chasse arrivent à abattre plus de 5 appareils sur l'ensemble de leur carrière. Burling se montre extrêmement précis. Mais ses supérieurs britanniques demandent des preuves de ses succès. Un jour, il racontait à un officier de renseignement qu'il avait abattu un Messerschmitt 109 avec un tir dévié en le touchant à tribord de son emplanture d'aile. Sa balle s'était alors logée dans le moteur, juste en arrière du cockpit. L'officier lui avait répondu que, faute de preuves, il ne pouvait pas accepter sa version. Quelques heures plus tard, ils ont reçu une information comme quoi le Messerschmitt s'était bien craché au sud de l'île, près de la falaise de Dingley. Ils ont envoyé une équipe qui a pu vérifier sur place que l'appareil avait été touché à tribord de son emplanture d'aile. C'était exactement ce que Burling avait dit et il a enfin obtenu gain de cause. Les attaques se succèdent. Le même jour, Burling abat 3 avions de plus. Il a juste le temps de faire le plein avant de retourner en découdre. Quand on cherchait l'ennemi du regard, on voyait d'abord de petites taches au loin. C'étaient les avions de chasse qui précèdent toujours les bombardiers. Burling arrivait toujours à les discerner avant tout le monde. Au-dessus de la Méditerranée, Burling distingue 2 109 qui se rapprochent par l'arrière. Il fait demi-tour et les prend en chasse. À environ 800 mètres de sa cible, à l'écart de sa formation de Spitfire, il décide de faire feu. Il a abattu un Messerschmitt 109 alors qu'il était à 800 mètres de lui. C'est vraiment ce qu'on appelle un tir hors du commun. Généralement, il faut être à 400 mètres pour avoir une chance d'abattre ce genre d'appareil. Ici, on parle presque d'1 kilomètre. C'était un véritable exploit. Ce tir est aujourd'hui encore considéré comme le meilleur tir aérien de la Seconde Guerre mondiale. Joli travail, sergent. Enfin, les capacités de Burling ne sont plus mises en doute. Malte a joué un rôle prépondérant dans son ascension. C'est un endroit reculé où les munitions et les vivres manquaient et où les notions d'éthique et de survie n'avaient rien à voir avec les standards habituels de la Royal Air Force. Il n'y a que dans ce genre de contexte que Burling avait une chance de briller et de laisser ses casseroles au placard. C'était un environnement idéal pour lui. Loin des règles de la Royal Air Force, George Burling peut enfin s'épanouir au quotidien. Grâce à lui et aux hommes de l'escadron 249, l'armée de l'air italienne et la Luftwaffe sont maintenues à distance. À cette époque, Burling a commencé à se faire des amis de son âge. C'était vraiment une première pour lui. Son côté excentrique et anticonformiste commençait à trouver un écho parmi ses pairs. Il avait prouvé que, bien utilisés, ses défauts apparents pouvaient devenir de vraies qualités. Vous pouvez me remettre du carburant? Il m'en faut le maximum. Il était enfin traité avec respect et déférence, et bien entendu, ça le poussait à s'ouvrir aux autres. Il n'était plus le vilain petit canard de l'escadron qui était laissé de côté. C'est ainsi qu'il a gagné son surnom. On l'a toujours appelé l'hurluberlu. C'était dû aux mouches qu'il y avait à Malte. Elles étaient très collantes. Parfois, Burling s'énervait sans raison apparente et il les traitait de tous les noms. Un vrai hurluberlu. Burling commence à trouver ses marques au sein du groupe. Mais il reste distant, et il ne boit jamais, et il est très pieux. Il reste souvent à la base alors que ses camarades vont s'encanailler dans les bars aux alentours.
Et il ne perd pas son temps. Il veut devenir le meilleur tireur de Malte et perfectionne ses armes de guerre. Il passait son temps à s'entraîner et à améliorer ses techniques personnelles telles que le scannage. Parfois, il tuait des mouches ou il s'entraînait à tuer des chiens errants. Il leur visait les yeux avec son pistolet. C'était délicat car ces armes ont une portée de tir limitée. Ça ne l'empêchait pas d'essayer. Son but ultime était de devenir le meilleur. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour progresser. Il prenait même des notes et créait des formules qu'il utilisait en fonction des situations. C'était une machine bien huilée. Il voulait que ça devienne instinctif chez lui. Il rêvait de pouvoir s'adapter à toute situation en une fraction de seconde grâce à ses formules. Les 4 mitrailleuses d'un Spitfire sont calibrées pour converger à une distance idéale de 320 mètres. Berling, pour sa part, préfère les faire converger à 230 mètres. Les ailes elliptiques de l'avion de chasse ne contiennent que 15 secondes de munitions, 5 salves de 3 secondes. Berling calcule que s'il se rapprochait de l'ennemi, il utiliserait moins de balles et abattrait plus d'appareils. Il fallait se rapprocher, puis attendre et encore attendre. Une fois au-dessus d'eux, on appuyait sur la détente. Berling a prouvé qu'il ne servait à rien de gaspiller des munitions. Parfois, il lui suffisait de 2 balles pour réduire son adversaire au silence. Souvent, il tirait pendant 1 ou 2 secondes, pas plus. Quand on sait qu'une mitrailleuse compte 15 secondes de munitions, on réalise qu'il donnait une vraie portée à chacune de ces 15 secondes, et c'est ce qui faisait la différence avec lui. Quand on a un nombre de munitions limité, il faut faire de son mieux pour les économiser. Sinon, on devient un simple pilote, et non plus un pilote de chasse. Berling a un autre tour dans son sac. Toutes les 4 balles, on trouve un traceur phosphorescent pour aider les pilotes à viser. Berling n'a pas besoin de ces traceurs, car il dispose d'une vue exceptionnelle. Il demande à ses armuriers de supprimer ces traceurs et de les remplacer par de vraies balles. À la fin du mois, il avait peint 17 croix sur son Spitfire. Les exploits de Berling sont rapportés dans les journaux anglais et il reçoit sa première distinction. Bob Middlemith se souvient très bien du jour où leur chef d'escadron, Laddie Lucas, leur a appris la nouvelle. Berling est arrivé sur le terrain d'aviation en short. Il était couvert de poussière et de sueur, et il répétait qu'il ne voulait pas de cette récompense, car ça allait entacher sa réputation. Berling n'est intéressé que par le vol et le combat. Il ne veut pas porter d'uniforme et remonte directement dans son Spitfire. Fin juillet, son score avait encore augmenté. Il avait abattu 4 appareils en une journée. Parmi eux, il y avait l'appareil d'un important officier italien, mais Berling s'en moquait. C'était une vraie machine à tuer. Il aimait les descendre un à un. Ça se sentait. Il n'avait peur de rien. Il ne pensait qu'à voler et à tuer ses ennemis. Quand il était à Malte, il passait tout son temps à faire ça. Malgré les efforts de Berling et de ses coéquipiers, la bataille est difficile. Les pertes humaines à Malte sont alarmantes. On voyait nos amis mourir et on ne pouvait pas y faire grand-chose. On se battait pour éviter ça. Mais quand ça arrivait,
On devait faire avec. C'était très dur de voir disparaître nos amis. Mais malheureusement, ça arrivait souvent. Dans mon souvenir, ce qui m'a le plus traumatisé, c'était d'entendre des gens hurler. J'ai rarement eu peur en vol, mais le peu de fois où ça m'est arrivé, c'était à cause de ça. En fait, ça voulait surtout dire que quelqu'un vous visait. Il fallait alors piquer sans se poser de questions et réussir à s'échapper du mieux qu'on pouvait. La situation à Malte empire. Les bateaux alliés ne parviennent pas à passer les barrages italiens et allemands. La situation est grave et si ça continue ainsi, Malte devra déposer les armes au bout de quelques semaines. La marine avait quitté les lieux car tous leurs navires avaient été coulés un à un. Tout était bloqué. Il n'y avait plus d'avions, plus de carburant, plus d'huile et quasiment plus de vivres. C'était horrible. C'était difficile. À la fin, les habitants de Malte n'avaient plus de quoi se nourrir. Nous non plus d'ailleurs. Je suis sûr que notre nourriture était pire que la leur. On avait du corned beef qui venait d'Amérique du Sud et qui datait de 1919. J'ai gardé ce goût pendant des années. On tombait tous malades à l'époque. Une espèce de dysenterie qui ne se trouvait que là-bas. Parfois, on était tellement malade qu'on ne pouvait même pas piloter. Burling n'échappe pas à cette dysenterie. Pendant que les pilotes se rétablissent, les Alliés mettent sur pied l'opération Piédestal, qui a pour but de sauver Malte. C'est l'ultime chance. 14 cargos chargés de nourriture, de carburant, de munitions et protégés par des navires de guerre et des destroyers tentent de forcer les barrages. Un énorme pétrolier, l'Ohio, est une cible majeure pour les avions allemands. Il l'attaquait constamment. Un Stucker s'est même craché sur son pont avant d'exploser. L'Ohio n'a pas coulé, mais il était en piteux état. Seuls 5 cargos sur les 14 affrétés rejoignent le port de Valletta. L'Ohio en fait partie. Grâce aux vivres et au carburant, Malte peut survivre encore quelques semaines. Burling quitte même son lit pour célébrer ce grand moment d'allégresse. Alors que les cargos entraient dans le port, Burling, l'as des as local, celui que toute l'île connaissait, a décidé de les accueillir dans son Spitfire. Il a remonté tout le port en volant à l'envers. Les Alliés réussissent à tempérer la situation, mais les Allemands et les Italiens préparent en secret une large offensive aérienne. Jusqu'à la fin de l'été 42, les combats font rage au-dessus de la stratégique île de Malte. L'officier Burling exprime son talent succès après succès. Fin septembre, il a battu 24 appareils, plus que n'importe quel autre pilote de Malte. « 14 octobre, les nazis lancent une offensive dévastatrice. Burling et ses coéquipiers sont pris de court. Le ciel est rempli d'avions ennemis à 12 000 pieds. Les pilotes ont autant de risques de percuter un avion ennemi que d'essuyer leurs salves. Burling se place juste en dessous.
et vise un Junker 88 prêt à attaquer. Il se concentre comme d'habitude sur la zone moteur à tribord. Alors qu'il visait le Junker, il a vu qu'un de ses coéquipiers était en mauvaise position. Il est alors allé lui prêter main forte. Pris dans son élan, Burling ne voit pas que l'artilleur placé à l'arrière du bombardier est en train de le viser. Un des artilleurs du bombardier l'a visé et a ouvert le feu sur lui. Il a été touché. Malgré sa blessure à la main, Burling plonge pour échapper à son adversaire. Il est alors pris en chasse par 2 Messerschmitt 109. Touché à nouveau, Burling saigne abondamment et son Spitfire est mal en point. Malgré cela, il refuse d'abandonner. Il décide même d'abattre un autre avion ennemi qui se profile à l'horizon. Un des 109 est sur le point d'abattre un pilote de Spitfire lorsque Burling appuie sur la détente. Alors que le Messerschmitt en flammes plonge vers l'océan, un autre s'approche de Burling. Burling a été touché de plein fouet. Il a dû se résoudre à abandonner et à s'éjecter. Il ne pouvait pas faire autrement. Il était sévèrement atteint. Après 20 semaines à multiplier les exploits, l'as des pilotes est mal en point. Touché 3 fois et suspendu à son parachute, Burling est une cible parfaite pour un pilote de chasse allemand. Surgi de nulle part, un Spitfire plonge vers lui pour le secourir. Les escadrons de la Royal Air Force de Malte sont parvenus à endiguer l'attaque ennemie. Alors qu'ils étaient bien moins nombreux, ils ont réussi à abattre plus de la moitié des appareils italiens et allemands. Les forces fascistes n'auront plus jamais de telle opportunité. Hitler a finalement renoncé à l'île de Malte pour se concentrer sur l'Égypte. Hitler aimait les conflits terrestres. Il n'était pas féru des attaques maritimes ou aériennes. C'était là la dernière tentative d'invasion de Malte. Pour moi, quand ils ont abandonné la conquête de Malte, ça a été un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'alors, les Alliés subissaient les assauts des forces de l'Axe, mais à partir de ce moment, les victoires se sont enchaînées. Après plusieurs mois de convalescence, Burling retourne au Canada en héros. Il est l'homme qui a repoussé l'invasion allemande. On lui demande de faire des séminaires pour remonter le moral des troupes à travers le pays. Mais il ne se sent pas dans son élément. Il avait 20 ans quand il est revenu et qu'on l'a érigé en héros. Partout où il allait, on le présentait comme tel. Et il n'aimait pas vraiment ça. À l'époque, la Royal Air Force avait décidé d'en faire un porte-parole et de lui faire des séminaires et des discours à travers le pays. Il n'aimait pas ça non plus. Je sais qu'il n'appréciait pas ce nouveau statut. Il voulait retourner sur le terrain. Il n'aimait pas être au centre de l'attention et souvent il était un peu trop précis dans ses descriptions. Il n'hésitait pas à donner des détails sur sa façon de tuer les Allemands et les Italiens. Les choses qu'il a vues à Malte l'ont beaucoup déstabilisé.
Je me souviens d'une petite fille dont il me parlait souvent. Elle marchait dans la rue avec un morceau de bras en moins. Son autre bras ne tenait plus que par un petit morceau de chair. Cette image l'avait traumatisé. Burling attendra quelques années avant de se voir proposer une mission à la hauteur de sa gloire passée. En 1947, Israël était à la recherche de mercenaires qui pourraient intervenir dans sa lutte pour son indépendance. Ils ont demandé à Burling, qui a évidemment sauté sur l'occasion. Il avait enfin une bonne raison de retourner au front et de faire ce qu'il aimait. Il se moquait de qui étaient ses adversaires, il voulait simplement une nouvelle opportunité de se battre. 20 mai 1948. Burling pilote un avion de fret Norseman qui se dirige vers Tel Aviv. Il est sur le point de faire escale à Rome lorsque son avion explose en vol. Cet accident lui coûtera la vie. George Burling, le meilleur pilote de la Seconde Guerre mondiale, surnommé le Faucon de Malte, après avoir abattu 31 avions ennemis, meurt à l'âge de 27 ans. Burling voulait être pilote de chasse, c'est tout. C'était la seule chose qui l'intéressait et qui le motivait vraiment. Évidemment, ses compétences en pilotage, son agilité dans les airs et ses capacités en tant que tireur ont fait de lui l'un des héros les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale. La contribution de George Burling pendant cette guerre a été considérable. Il a abattu énormément d'avions ennemis. Mais il a également permis d'enrayer l'invasion de Malte et par conséquent de l'Europe du Sud. George était le meilleur pilote de chasse qui ait existé, et je dis ça en connaissance de cause. J'ai rencontré beaucoup de pilotes pendant ma carrière. Mais George restera le numéro 1 pour moi.